Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et plongeons dans l'histoire. La pluie tambourinait doucement contre la fenêtre alors que Sylvia était assise au bord de leur lit, les bras croisés, les yeux brûlants d'une frustration silencieuse. « Perry, je ne peux plus continuer à vivre comme ça, » murmura-t-elle, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. L'ampoule au plafond vacillait au-dessus d'eux, comme si elle aussi était fatiguée de cette lutte. « Sais-tu à quel point c'est humiliant d'emprunter $10 000 à Nora une semaine sur deux? Nous ne sommes plus des étudiants. » Perry, toujours dans sa salopette tachée de graisse de l'atelier, ne dit rien au début. Il savait que cette conversation allait arriver, elle arrivait toujours quand les factures s'accumulaient. Doucement, il plongea la main dans sa poche arrière et en sortit un billet de $1000, plié 10 fois. « Tiens, » dit-il en plaçant l'argent dans sa main. « Utilise ça pour rembourser Nora. » Sylvia cligna des yeux, confuse. « D'où ça vient ?» Il esquissa un petit sourire. « Je l'ai trouvé dans ma vieille boîte à outils, j'ai dû le mettre de côté il y a des mois. » Mais la vérité était bien moins magique. Plus tôt ce matin-là, Perry avait vendu une petite pièce de rechange qu'il gardait pour la voiture d'un client, juste pour réunir l'argent. Il avait fait ce sacrifice en silence, sachant que la tranquillité d'esprit de sa femme comptait plus qu'un autre délai de réparation non respecté. Il vit son visage s'adoucir légèrement en prenant l'argent, mais son silence lui indiqua que le poids n'était pas parti. Elle n'était pas en colère contre lui, du moins pas entièrement. Elle était en colère contre la vie qu'il menait, contre les rêves qui semblaient toujours à une facture près de s'effondrer. « Tu trouves toujours un moyen » murmura-t-elle en se levant, ne sachant toujours pas comment dire merci sans paraître vaincu. Perry sourit à nouveau, forçant un peu de lumière dans un moment sombre. « On n'y est pas encore, Syl, mais on n'est pas fini non plus. » Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, un ressentiment silencieux avait déjà commencé à se former, une graine arrosée par l'épuisement. Et tandis que Perry se détournait pour enlever ses chaussures, il ne remarqua jamais la façon dont elle regardait la porte, comme si elle imaginait ce que pourrait être la vie de l'autre côté. Le ventilateur de plafond gémissait au-dessus de sa tête alors que Sylvia sortait de la douche et s'enroulait dans une serviette élimée. Elle appuya sur l'interrupteur, et toute la maison plongea dans le noir. Encore, siffla-t-elle. C'était la 3e coupure de courant de la semaine, mais cette fois, les lumières des voisins étaient toujours allumées. Elle entra en trombe dans le salon, où Perry resserrait silencieusement un boulon sur une pièce de carburateur à la table de la salle à manger. « On n'a pas payé la facture de la NEPA le mois dernier ?» Sa voix se brisa de frustration. Perry se leva lentement, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je vais m'en occuper, » dit-il calmement. Elle leva les yeux au ciel. « Tu dis toujours ça, mais s'en occuper signifie qu'on reste dans le noir pendant des jours. » Sans un mot, Perry attrapa son téléphone et sortit de la maison. Sylvia, les bras croisés, ne demanda pas où il allait, espérant seulement qu'il revienne avec des résultats. Perry ne se dirigea pas vers la compagnie d'électricité. Au lieu de cela, il s'arrêta à son atelier, salua Sam d'un signe de tête fatigué, et ouvrit discrètement une boîte en fer rouillé sous son établi où il gardait son argent d'urgence. À l'intérieur, il y avait juste assez pour son déjeuner de la semaine. $2500 qu'il avait économisé petit à petit. « Tu manges aujourd'hui » demanda Sam, le remarquant en train de compter les billets. « Pas aujourd'hui » répondit Perry, en tendant l'argent à un chauffeur d'Okada avec des instructions strictes de le livrer au bureau de l'électricité. Cette semaine-là, Perry sauta le déjeuner pendant 4 jours, son seul repas étant du gari et des arachides tard le soir. Il n'en parla jamais à Sylvia. Quand la lumière revint 2 jours plus tard, Sylvia ne dit rien, se contentant d'offrir un mince sourire, supposant qu'il avait dû supplier quelqu'un pour un plan de paiement. Cette nuit-là, Perry la regarda dormir paisiblement, illuminée par la douce lumière fluorescente, tandis que la faim lui tordait l'estomac. Pourtant, il murmura à voix basse, « Tant qu'elle va bien. » Le soleil du matin s'étirait paresseusement dans la rue, tandis que Sylvia inspectait son reflet une dernière fois. Elle ajusta sa blouse délavée et soupira devant l'éclat terne de ses talons de friperie. « Je ne peux pas y aller comme ça, » murmura-t-elle, vaincue. « C'est un poste à l'accueil, pas un défilé de mode », la taquina gentiment Perry depuis l'embrasure de la porte. Mais elle ne souriait pas, ses chaussures crient la misère, Perry.
Elles sont craquelées sur les côtés. J'arrive déjà avec un CV qui a 3 ans de retard. Il la regarda, remarquant la tension dans sa mâchoire, et attrapa une petite boîte à chaussures qu'il gardait sous le canapé. L'ouvrant, il en sortit sa seule paire de chaussures de ville décentes, en cuir noir poli. « Prends celle-ci, dit-il en les posant devant elle. Sylvia le dévisagea, perplexe. Ce sont des chaussures d'homme. Perry haussa les épaules. Alors je marcherai pieds nus s'il le faut. Toi, tu y vas avec confiance. Mais Sylvia ne les prit pas. Au lieu de cela, elle partit pour l'entretien avec ses talons usés, mais son dos se redressa en se souvenant de son geste. Pendant ce temps, Perry se tenait à l'extérieur, tenant ses propres chaussures, sa paire de tous les jours dont la semelle commençait à se décoller. Ce soir-là, tandis que Sylvia racontait avec enthousiasme à quel point l'entretien avait été prometteur, Perry était assis près de la porte arrière, recollant la semelle, utilisant de l'adhésif du garage. Ses genoux lui faisaient mal et ses doigts le piquaient à force de gratter le vieux caoutchouc. Pourtant, quand elle lui tendit une boisson fraîche, il sourit comme si tout allait bien. « Tu auras le poste, dit-il d'un hochement de tête. Et quand tu l'auras, promets-moi quelque chose. » Sylvia s'arrêta. « Quoi ?» Il leva les yeux, le regard doux. « N'oublie pas le chemin qu'on a parcouru pour y arriver. » Elle sourit faiblement et l'embrassa sur le front. « Comment le pourrais-je » Mais déjà, une partie d'elle commençait à oublier. Non par méchanceté, mais par lassitude. Le labeur avait usé son âme jusqu'à la corde, et même l'amour commençait à ressembler à une autre facture à payer. Quelques semaines plus tard, Sylvia fut invitée à un petit dîner organisé par une ancienne camarade de classe récemment rentrée du Canada. « Juste quelques-uns d'entre nous, habille-toi bien, disait le message. Sylvia passa toute la journée à s'inquiéter de sa tenue. Elle opta pour une robe empruntée à Nora et attacha ses cheveux en un chignon soigné. Mais alors qu'elle attendait devant leur maison que Perry finisse de fermer la porte, son visage se décomposa. « Tu prends cette voiture ?» demanda-t-elle, en regardant la Toyota rouillée. Perry la regarda, perplexe. « Elle roule. Elle nous y amènera. » Elle pinça les lèvres, croisant les bras. Elle crie aussi la dernière virée d'un mécano. On sera la risée de la soirée. Perry hésita, puis dit doucement, « Nous n'avons pas d'autre option pour le moment. » Au dîner, Sylvia sourit à peine. Elle évita de présenter Perry à qui que ce soit, et se référait à lui comme « mon mari », au lieu d'utiliser son nom. Le fiancé de l'hôtesse conduisait un SUV élégant, et toute la soirée, Sylvia ne put en détacher les yeux. Quand ils rentrèrent à la maison, elle claqua la porte plus fort que nécessaire. « Il nous faut une meilleure voiture », lança-t-elle. Perry ne réagit pas. Il se dirigea directement vers la cuisine et se versa de l'eau. Ce n'est que lorsque le silence devint insupportable qu'il murmura « J'ai vendu la plus récente l'année dernière, pour couvrir ta facture d'opération quand tu as eu ta crise d'appendicite. » Sylvia se figea. Elle se souvenait de la visite à l'hôpital, mais n'avait jamais demandé comment elle avait été payée. « Tu n'as jamais rien dit » balbutia-t-elle. « Tu n'as jamais demandé » répondit Perry, puis il entra tranquillement dans la chambre. Seule dans le salon faiblement éclairé, Sylvia s'assit sur le bord du canapé, la poitrine serrée, non pas par culpabilité, mais par confusion. Combien de choses avait-il sacrifiées sans qu'elle ne le remarque jamais? Et pourquoi se sentait-elle encore si vide? Le léger cliquetis des couverts et des verres à vin remplissait l'air tandis que Nora se penchait sur la table du café, ses longues tresses se balançant doucement sur son épaule. « Sylvia, je dois te demander, » dit-elle en baissant la voix. « Combien de temps vas-tu continuer à te traîner dans ce genre de vie ?» Sylvia leva les yeux de son riz jollof à moitié mangé. « Que veux-tu dire ?» répondit-elle prudemment. Nora leva les yeux au ciel. « Ma chérie, regarde-toi. Tu es brillante, magnifique, et gâchée dans une maison qui sent l'huile de moteur. Perry est un gars adorable, oui, mais l'amour ne remplira pas ton frigo ni ne t'emmènera à Bali. Tu es un diamant coincé dans la poussière, et j'en ai marre de te voir te rétrécir. » Sylvia la fixa un long moment, la fourchette suspendue en l'air. Les mots la piquèrent parce qu'une partie d'elle s'était murmuré la même chose, mais l'entendre à voix haute rendait la chose plus difficile à ignorer. Cette nuit-là, Sylvia était allongée dans son lit à côté de Perry, qui dormait profondément après une longue journée à l'atelier. Elle se tourna vers le mur, la voix de Nora résonnant dans sa tête. « Tu mérites mieux. » La pensée s'insinua en elle comme une mauvaise herbe,
s'infiltrant dans chaque fissure de l'épuisement et des rêves inassouvis. Plus tôt, Nora lui avait montré des photos d'une amie commune qui avait épousé un homme au Canada, un homme avec une entreprise de technologie et une maison au bord d'un lac. Ça aurait pu être toi, avait dit Nora, mais tu t'es contenté d'un bon cœur avec les poches vides. Sylvia n'avait pas répondu alors, mais maintenant, enveloppée dans le silence à côté d'un homme qui ronflait doucement et portait encore les chaussettes de la veille, son cœur se tordit, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle ne savait pas si cet amour pouvait la porter plus loin. Elle retint ses larmes et murmura dans l'obscurité, « Peut-être que je me suis contenté de trop peu, trop tôt. » La semaine suivante, un coup à la porte surprit Sylvia alors qu'elle pliait le linge. Le propriétaire se tenait là, raide, avec un papier plié à la main. « Madame Sylvia, je ne veux pas de problème, mais c'est le 2e mois maintenant. Si je ne reçois pas le paiement intégral d'ici vendredi, je devrais entamer une procédure d'expulsion. » Son cœur se serra. « Vendredi ? » demanda-t-elle, paniquée. « C'est à peine dans 3 jours. » Il hocha la tête sèchement et partit. Sylvia s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. Le loyer était de 170 000 $. Il n'avait même pas la moitié. Quand Perry rentra ce soir-là, elle l'accueillit à la porte, les yeux rouges. « Nous sommes sur le point de perdre l'appartement, dit-elle d'un ton plat. Perry écouta, posa ses outils et hocha la tête une seule fois. « Laisse-moi jusqu'à demain matin, dit-il, enlevant déjà sa montre. Le lendemain matin, Perry arriva chez un prêteur sur gage poussiéreux en ville. Dans sa poche se trouvait la dernière chose qu'il avait juré de ne jamais céder, l'alliance de son défunt père, transmise de génération en génération. Il resta longtemps au comptoir avant de la tendre finalement. « Combien » demanda-t-il, la voix à peine audible. « 120 000 $, dernier prix » dit le propriétaire. Perry déglutit difficilement et prit l'argent. Il remplit le numéro de compte du propriétaire dans une banque voisine et rentra chez lui ce soir-là avec un sac en plastique de haricots et de riz. Sylvia fut surprise. « Tu as trouvé l'argent » demanda-t-elle en clignant des yeux. « Où » Il sourit faiblement. « Disons simplement que la famille a aidé. » Elle le serra fort dans ses bras, ignorant que dans une boutique de prêteurs sur gage de l'autre côté de la ville, un héritage reposait derrière une vitre avec une étiquette jaune indiquant « Or, aucune valeur sentimentale ». Le samedi matin arriva avec l'agitation habituelle de la gosse, mais à l'intérieur de l'atelier, Perry était exceptionnellement silencieux. Sam le poussa du coude graisseux. « Ça va ?» Perry ne répondit pas tout de suite. Ses yeux étaient fixés sur la radio près de la fenêtre. Le présentateur venait d'annoncer que le jackpot de la loterie nationale avait de nouveau été reporté. 1,6 milliard de $. « Tu sais, » dit Perry, souriant à moitié, « je n'ai jamais acheté de billets avant. » Sam gloussa. « Et qu'est-ce qui rend aujourd'hui différent ?» Perry secoua la tête. « Je ne sais pas. Peut-être que j'en ai marre de réparer les voitures des autres et de ne jamais réparer ma propre vie. » Après avoir acheté des plaquettes de frein pour un client, il s'arrêta à un kiosque et ajouta un ticket à gratter de 200 $ à sa monnaie. En rentrant chez lui, il le tendit nonchalamment à Sylvia. « Tiens. Peut-être que ça résoudra notre vie. » Sylvia prit le ticket en riant. « Perry, on a à peine de quoi payer l'essence. Tu achètes ça. » Il sourit. C'était offert avec les plaquettes de frein, mentit-il. Elle le glissa dans son sac à main. Même si on gagnait, ce n'est pas comme si ça changerait quelque chose. Tu le donnerais probablement au propriétaire ou tu réparerais la vie de quelqu'un d'autre d'abord. Ces mots étaient sarcastiques, mais Perry n'argumenta pas. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, elle jeta un coup d'œil au ticket et le gratta distraitement avec son ongle. Puis elle s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent. « Perry » appela-t-elle, le souffle court. « Je crois qu'on a vraiment gagné quelque chose. » Il s'approcha en plissant les yeux. « Quoi ?» Elle lui tourna le ticket, et ils fixèrent tous les deux l'impression en gras et noir. « Ticket gagnant, à valider au bureau de la loterie. » Un lent silence s'installa entre eux. Perry sourit nerveusement. « C'est peut-être un lot de consolation ?» Mais quelque chose dans la poitrine de Sylvia commença à palpiter. Ni peur, ni espoir, quelque chose entre les deux. Le lundi suivant, Sylvia faisait la queue au bureau de la loterie, les mains tremblantes en serrant le ticket de validation. Le garde de sécurité à la porte l'avait déjà scanné avec un appareil portable et l'avait regardé, stupéfait.
Madame, ce n'est pas une petite somme, oh, avait-il murmuré. Maintenant, à l'intérieur du bâtiment climatisé, le poids de ce avec quoi elle pourrait repartir semblait trop lourd pour ses jambes. Un employé en costume lui fit signe d'avancer. Madame Adams? Elle hocha la tête. L'homme scanna à nouveau le code, puis tapa furieusement sur son clavier. Quelques instants plus tard, il leva les yeux avec un sourire professionnel. Félicitations, vous avez gagné 2 millions de dollars, madame. C'est plus d'1 milliard de Naira. Sylvia cligna des yeux, s'agrippant au bord de la table. 2 millions, répéta-t-elle. Oui, madame. Vous recevrez un appel dans les 48 heures concernant le versement. Vous devrez signer quelques documents. Quand elle sortit du bâtiment, le soleil de Lagos semblait briller différemment. Le monde paraissait plus neuf, plus lumineux. Les gens passaient à côté d'elle, ignorant qu'il frôlait une millionnaire en sandales. Ce soir-là, elle était assise en face de Perry à la table de la salle à manger, qui mangeait joyeusement sa soupe agbono, complètement inconscient. « Tu te souviens du ticket que tu m'as donné » demanda-t-elle en le fixant. « Ouais » répondit-il en s'essuyant la bouche. « Il a gagné quelque chose ?» Sylvia fit une pause, le cœur battant à tout rompre. « Je n'ai pas encore vérifié » mentit-elle. Il sourit. « Si c'est 1000 ou une miche de pain, on prend. » Elle se força à rire, mais son esprit n'était pas avec lui. Il imaginait déjà des vols pour Zanzibar, des appartements en hauteur et des draps de soie. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Non pas parce qu'elle était excitée, mais parce que quelque chose était en train de changer, et elle n'était pas sûre que Perry ait sa place dans la version de la vie qu'elle commençait à envisager. Le téléphone de Nora sonna 2 fois avant qu'elle ne décroche. « Ma belle, quoi de neuf ?» La voix de Sylvia crépita dans le haut-parleur. « J'ai gagné, Nora. J'ai vraiment gagné. » Nora hurla à l'autre bout du fil. « Attends, gagner quoi ?» Sylvia entra dans la salle de bain, ferma la porte et murmura. « La loterie. Celle que Perry m'a donnée. 2 millions de dollars. » Il y eut une pause avant que Nora ne murmure en retour. « Mon Dieu. Sylvia, tu es sérieuse? Genre, du vrai argent légitime. » Sylvia hocha la tête comme si Nora pouvait la voir. « Vrai. » Nora resta silencieuse une seconde, puis dit doucement, « Alors tu dois commencer à réfléchir intelligemment. Tu dois te protéger. » Sylvia fronça les sourcils. « Me protéger de qui? » « De Perry, bien sûr, » dit Nora. « Ce genre d'argent change les gens. Es-tu vraiment sûr qu'il sera d'accord pour que ce soit toi qui le détienne? » La graine prit racine instantanément. Nora commença à peindre des scénarios hypothétiques. Et s'il commence à exiger des choses? Et s'il prétend que c'est son ticket? Ma chérie, tu dois agir avant lui. C'est ta chance de vivre ta vie, pas de rafistoler la sienne. Sylvia s'assit sur le siège des toilettes, le téléphone pressé contre son oreille, le cœur battant la chamade. Nora continua. Tu as porté ce mariage sur ton dos pendant des années. Cet argent, ce gain, c'est le tien. Ne laisse personne te culpabiliser pour partager ce que tu mérites enfin. Ce soir-là, Perry rentra chez lui et l'embrassa sur le front. Longue journée, demanda-t-il. Tu as l'air tendu. Elle hocha la tête sans un mot, le regardant poser son sac et se diriger vers la cuisine pour réchauffer les restes. Elle resta immobile sur le canapé, les mains jointes fermement. Pour la première fois depuis des années, elle le regarda non pas comme son mari, mais comme une menace. Et une fois cette ligne mentale tracée, il n'y aurait plus moyen de l'effacer. 2 jours plus tard, Sylvia entra dans un cabinet d'avocats discret recommandé by Nora. Le bureau sentait l'acajou poli et les décisions coûteuses. Elle s'assit en face d'un avocat au regard vif dans un costume gris. « Vous voulez demander le divorce et protéger des gains financiers récents ?» demanda-t-il. Sylvia hocha lentement la tête. « Oui, pour différents irréconciliables. Nous nous sommes simplement éloignés. Je ne lui ai pas encore parlé des gains. » L'avocat ne broncha pas, « C'est votre droit. Nous traiterons le divorce comme une rupture nette. Vous êtes encore légalement mariés au moment du gain. Mais si nous agissons vite, nous pouvons le positionner comme votre bien propre s'il n'y a pas de réclamation. » Sylvia signa les papiers sans trembler. Ses mains étaient fermes, ses yeux secs. La seule chose instable était la voix dans sa poitrine qui murmurait « Tu ne lui as même pas parlé. »
Quand elle rentra à la maison, Perry était dans le jardin, en train de réparer gratuitement le générateur d'un voisin. Il lui fit un signe de la main quand elle passa, mais elle ne s'arrêta pas pour discuter. Ce soir-là, il lui massa les pieds sur le canapé, en disant « Tu as été si silencieux ces derniers temps. Tout va bien ?» Sylvia sourit faiblement. « Juste fatiguée, je pense à l'avenir. » Perry hocha la tête, ignorant que l'avenir qu'elle envisageait ne l'incluait pas. 2 jours plus tard, alors qu'il était à l'atelier, un coursier déposa les papiers sur leur table de salle à manger. La même table où il avait un jour utilisé son dernier argent pour la surprendre avec un repas d'anniversaire. Sylvia s'assit au même endroit et fixa l'enveloppe. Divorce. Liberté. Indépendance. Et 2 millions de dollars à portée de main. Mais alors qu'elle posait le stylo à côté, son estomac se tordit, non pas de culpabilité, mais d'un étrange sentiment de finalité creuse. Elle était sur le point d'échanger son partenaire contre son prix. Perry rentra chez lui ce vendredi soir, fredonnant, ses bottes de travail couvertes de poussière. Il appelait déjà « Sylvia, j'ai eu de l'igname de la ferme de Mamaïka. Moitié prix. » Mais l'air à l'intérieur de la maison semblait différent, trop calme. Quand il entra dans le salon, ses pas se figèrent. Son sac de sport était fait et posé près de la porte. Sylvia se tenait à quelques mètres de là, les bras étroitement croisés, le visage impénétrable. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « Il faut qu'on parle » répondit-elle, et elle désigna la table de la salle à manger où l'enveloppe ouverte avec les papiers du divorce était bien en vue. Perry la fixa, stupéfait. « Syl, c'est une blague ?» Elle ne broncha pas, « J'ai réfléchi à ça depuis longtemps. Nous voulons des choses différentes. J'ai besoin d'espace pour respirer, pour grandir. » Son monde s'effondra au ralenti. « Alors c'est tout ? Après tout ça ? » Juste comme ça, demanda-t-il, le tremblement dans sa voix trahissant sa tentative de rester calme. Sylvia garda un ton neutre. « Ce n'est pas juste comme ça. J'ai été malheureuse, Perry. Et je ne suis pas arrivée à cette décision du jour au lendemain. » Il jeta un nouveau coup d'œil au sac, puis de nouveau à elle, cherchant dans ses yeux la chaleur qu'il avait aimée pendant une décennie. Mais elle avait disparu. « Où suis-je censé aller ? » demanda-t-il doucement. « J'ai payé le loyer jusqu'au mois prochain, » répondit-elle. « Prends ton temps, mais j'ai besoin de mon propre chemin maintenant. » Perry se pencha, ferma lentement le sac, puis se leva et hocha la tête. « D'accord, » dit-il, la douleur épaisse dans sa gorge. « Si c'est de l'espace dont tu as besoin, je ne me battrai pas avec toi pour de l'air. » Elle détourna le visage alors qu'il sortait. Mais elle ne pleura pas. Pas à ce moment-là, pas encore. Son silence était son armure. Mais le claquement de la porte derrière lui l'a entré longtemps après son départ. 2 jours plus tard, Sylvia était assise en face d'un directeur de banque dans un bureau en hauteur, ses nouvelles tresses synthétiques soigneusement enroulées en un chignon. Elle portait un blazer élégant, des clous d'oreilles en or, et une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Les fonds ont été débloqués », l'informa le directeur en souriant. « Votre gain à la loterie a été traité avec succès. Avez-vous un plan de versement préféré ?» Sylvia croisa les jambes et se pencha en arrière. « La moitié en épargne, le reste sur un compte en dollars. J'aurai aussi besoin d'une carte de débit sans limite de retrait. » Alors qu'elle signait les derniers formulaires d'autorisation, elle ne put s'empêcher de regarder son reflet dans la fenêtre du bureau. Elle avait l'air différente, puissante, indépendante, sans attache. Avec sa première transaction, elle commanda un véhicule de luxe, un SUV noir tout neuf avec un intérieur en cuir, et réserva des vacances en solo aux Seychelles pour le mois suivant. Elle sortit de cette banque en femme différente, la richesse l'enveloppant comme un parfum. De l'autre côté de la ville, Perry se tenait devant l'atelier de mécanique de Sam, tenant un sac en papier de plantain rôti et de poisson. « Tu es sûr de vouloir rester ici ?» demanda Sam, en regardant la petite pièce de rangement derrière l'atelier. Perry hocha la tête. « C'est juste pour l'instant. » Elle voulait de l'espace. « Je vais lui en donner. » Sam ne dit rien. Il lui tapota simplement l'épaule et retourna au travail. Cette nuit-là, Perry s'assit sur un matelas fin dans la pièce faiblement éclairée, fixant le plafond tandis que les moustiques bourdonnaient faiblement. Il n'avait pas pleuré. Il ne s'était même pas mis en colère. Mais une douleur profonde se propagea dans sa poitrine comme un feu de forêt.
Pas parce qu'elle était partie, mais parce qu'elle n'avait même pas regardé en arrière. Pas de question. Pas d'hésitation. Juste une coupure abrupte, comme si tout ce qu'ils avaient construit ensemble pouvait être jeté comme des provisions périmées. Il ferma les yeux et murmura, « Mon Dieu, ne laisse pas l'amertume s'installer en moi. » Mais même pendant qu'il priait, le silence autour de lui riait comme s'il savait déjà. L'amertume avait commencé à fleurir. Les images glamour sur les réseaux sociaux de Sylvia explosèrent en quelques heures. Posant devant sa nouvelle voiture, avec la légende « Nouveau départ », elle montrait ostensiblement sa main gauche, désormais dépourvue d'alliance. Une autre photo montrait une bouteille de champagne sur un balcon avec la légende « La liberté a le goût des bulles ». Ses abonnés, principalement d'anciens camarades de classe du cercle de Nora, inondèrent ses commentaires d'émojis de feu et d'yeux en cœur. Soft Life Loading. Hot Girl Season. Vas-y ma belle, c'est ton heure. Nora emménagea pour quelques semaines, juste pour « se détendre », comme elle disait, remplissant la maison de produits de spa, de tapis de yoga et de conseils non sollicités. « Tu es rayonnante », dit-elle à Sylvia un matin devant un toast à l'avocat. « Tu vois ce qui arrive quand tu arrêtes de materner des rêves fauchés. » Mais quelque chose dans tout cela semblait étrangement creux. Sylvia avait la garde-robe, la voiture et les tampons de passeport, mais elle n'avait pas bien dormi depuis des jours. La nuit, elle se réveillait au son du silence, net, ininterrompu et troublant. Pas de ronflement. Pas le bourdonnement de la bouilloire de Perry tard le soir. Juste le tic-tac d'une horloge murale et l'écho de sa propre respiration. Nora le remarqua mais ne dit rien, se contentant de mettre la musique plus fort pendant la journée pour combler le vide. Sylvia s'occupait avec des rendez-vous au spa, des virées shopping et des dîners. Mais aux heures les plus calmes, quand la batterie de son téléphone était à plat et que la maison s'assombrissait, elle restait éveillée à penser non pas à l'argent, mais à l'homme qui réparait la prise près de son lit sans qu'on le lui demande. Pourtant, elle se disait que c'était le prix de la liberté, un coût qu'elle avait volontairement payé. Perry ajusta le petit ventilateur sur pied dans le coin de sa nouvelle chambre derrière l'atelier de samedi. L'espace faisait à peine 2,5 mètres de large, avec un matelas au sol et un tabouret en plastique ébréché à côté. Ce n'était pas grand-chose, mais il ne se plaignait pas. Chaque soir après le travail, il balayait le sol de l'atelier, rangeait les outils, puis s'asseyait dehors sous l'ampoule de sécurité délavée avec ses pensées. Sam l'observa une nuit alors qu'il buvait des sachets d'eau en silence. « Tu as changé », dit finalement samedi. Perry hocha la tête, sans lever les yeux. « T'as déjà construit une maison de tes propres mains, pour te faire jeter dehors sans tes chaussures ?» Sam soupira. « Mais tu n'as pas construit en vain. Tu as construit avec sincérité. Ça compte. » Perry ne répondit pas, mais il apprécia. Il parlait rarement de Sylvia maintenant, non pas qu'il n'ait rien à dire, mais parce que les mots semblaient plus lourds qu'avant. Certains soirs, Perry parcourait son téléphone et voyait des photos de Sylvia publiées par des amis communs ou taguées dans des événements auxquels il assistait à ses côtés. Une douleur profonde s'agitait en lui, mais pas de jalousie. C'était quelque chose de plus difficile à expliquer, comme faire le deuil de quelqu'un de toujours vivant. Il se tenait à l'écart des réseaux sociaux et s'enterrait dans le travail, prenant des heures supplémentaires et aidant à des réparations de voitures qui n'étaient même pas les siennes. Un soir, il démonta un carburateur entier sans se rendre compte qu'il pleurait jusqu'à ce qu'une goutte tombe sur le bloc moteur. Sam s'approcha et posa une main sur son dos. « Un jour, dit-il doucement, elle réalisera ce qu'elle a jeté. » Perry ne répondit pas. Il s'essuya simplement le visage et continua de travailler, le cœur endolori en silence. Il n'avait aucune combativité en lui, aucune énergie pour chercher des explications. Mais au fond de lui, quelque chose changeait. Son amour n'avait pas disparu, mais il n'était plus aveuglant. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre du salon de Sylvia alors qu'elle sirotait son café glacé et parcourait ses emails sur sa tablette. On frappa à la porte, ce qui la surprit. « C'est qui ?» appela Nora depuis la cuisine. Sylvia ouvrit et trouva un homme en uniforme tenant une enveloppe blanche. « Madame Sylvia Adams ?» demanda-t-il formellement. « Oui. »« Vous avez reçu une assignation ?» dit-il en lui tendant la lettre et en s'éloignant sans un mot de plus. Elle fronça les sourcils et déchira l'enveloppe. Alors que ses yeux parcouraient le jargon juridique, le sang dans ses veines sembla se vider. Requêtant partage équitable des biens matrimoniaux. En dessous, demandeur, Perry Adams. Ses doigts se crispèrent sur le bord de la lettre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nora se précipita à ses côtés. Qu'est-ce que c'est?
Sylvia lui tendit le papier. Il me poursuit en justice, dit-elle d'un ton plat. Il veut une part de l'argent. Le visage de Nora se tordit de fureur. Il quoi? C'est insensé. Le ticket était à ton nom, n'est-ce pas? Sylvia hocha lentement la tête, les lèvres serrées. Oui, il me l'a donné. Mais c'est moi qui l'ai soumis. Légalement, c'est à moi. Nora arracha le document et le relut. Il appelle ça un bien matrimonial, murmura-t-elle. Et il demande même une pension alimentaire pour conjoint. A-t-il perdu la tête? Le visage de Sylvia se durcit. Il ne s'en tirera pas comme ça. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro de l'avocat qui avait géré son divorce. C'est moi, dit-elle froidement. Je viens de recevoir une assignation. Mon ex-mari veut me poursuivre pour la moitié de mes gains. Je veux une contre-stratégie. Agressive. Elle raccrocha et regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée. Alors c'est comme ça qu'il veut jouer, murmura-t-elle. Nora posa une main sur son épaule. Laisse-le venir. On va le détruire au tribunal. Mais au fond d'elle, Sylvia n'était pas aussi sûre qu'elle en avait l'air. Sylvia était assise droite dans le bureau de son avocat le lendemain. Les bras croisés, elle écoutait son avocat lui expliquer la stratégie. Nous allons plaider la possession exclusive, dit-il. Le ticket a été soumis par vous, réclamé par vous, et aucun des fonds n'a été utilisé conjointement. Sylvia hocha la tête. Bien. Faites bien comprendre qu'il essaie juste de profiter de mon succès maintenant, qu'il est sorti de ma vie. Sa voix portait une amertume qu'elle-même ne reconnaissait pas. Elle sortit de son téléphone des photos du ticket gagnant, de la lettre de félicitations, et de son nom imprimé clairement sur le certificat de gain. C'est ma preuve. C'est mon argent. Son avocat examina les documents et lui fit un signe de tête confiant. Ce ne sera pas un cas facile à gagner pour lui. Plus tard dans la soirée, elle s'assit avec Nora sur le balcon, un verre de vin à la main. Tu sais ce qu'il m'a dit le jour où il m'a donné le ticket? Demanda-t-elle en riant amèrement. Il a dit, peut-être que ça résoudra notre vie. J'ai trouvé ça adorable. Maintenant je sais que c'était un piège. Nora gloussa sèchement. Les hommes pensent toujours qu'ils possèdent ce qu'ils touchent. Ce n'est pas parce qu'il te l'a tendu qu'il a droit à quoi que ce soit. Sylvia prit une autre gorgée de vin, l'expression illisible. Il va le regretter. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Perry était assis avec Thelma Banks, une avocate féroce mais brillante que Sam l'avait aidé à contacter. Il lui a donné le ticket? Demanda Thelma. Devant la caméra, dit Perry. Nous avons une vidéo de la maison. Je l'ai achetée, je l'ai grattée et je le lui ai tendu. J'ai dit que c'était à nous. Elle ne savait juste pas que je gardais tout. Les lèvres de Thelma se courbèrent en un sourire acéré. Bien, allons chercher ce qui vous revient de droit. Le hall du palais de justice sentait légèrement le bois poli et la tension. Perry était assis tranquillement sur l'un des longs bancs près de la salle d'audience, vêtu simplement d'une chemise à boutons bleus et d'un pantalon noir. À côté de lui se tenait Thelma, feuilletant un épais dossier avec la précision de quelqu'un qui connaissait la signification de chaque mot à l'intérieur. « Tu es trop silencieux, dit-elle sans lever les yeux. Perry esquissa un petit sourire. « Je ne suis pas ici pour gagner une guerre. Je veux juste ce qui est juste. » Thelma haussa un sourcil. « Et s'il te jette de la boue ?» Il haussa les épaules. « J'ai été couvert de graisse de moteur la moitié de ma vie. La boue ne me fait pas peur. » Sam, debout à quelques pas de là, s'appuya contre le mur et murmura, « Eh bien, espérons qu'ils ne prendront pas le silence pour de la faiblesse. » Pendant ce temps, de l'autre côté du hall, Sylvia arriva avec son avocat, vêtu d'un chemisier blanc sur mesure et de talons de créateur. Sa posture était droite, son expression impénétrable. Nora marchait à ses côtés, mâchant du chewing-gum et balayant la pièce du regard comme un garde du corps. Le regard de Sylvia se posa brièvement sur Perry, calme, immobile, concentré. Quelque chose dans son sang-froid la troubla. « Il a l'air trop détendu » murmura-t-elle. Nora ricana. C'est parce que les hommes fauchés espèrent toujours des miracles. Mais alors qu'ils entraient dans la salle d'audience et que le greffier appelait le numéro de l'affaire, Sylvia sentit quelque chose l'agiter, comme la première rafale de vent avant une tempête imminente. Elle prit place et jeta un nouveau coup d'œil à Perry. Il ne croisa pas son regard.
Mais il y avait dans son attitude un calme qui ne semblait pas vaincu. Il semblait ancré, et cela la troublait plus que la rage ne l'aurait jamais fait. Les premières minutes de l'audience furent procédurales, présentation des cas, divulgation financière et chronologie. Puis Thelma se leva, calme et posée. Votre honneur, nous avons l'intention d'établir que le billet de loterie en question, bien que réclamé par la défenderesse, a été acheté et remis physiquement par mon client, Monsieur Perry Adams, pendant leur mariage légal, avec une indication verbale de propriété partagée. Elle se dirigea vers le chariot des preuves et en sortit une fine boîte noire, plaçant une clé USB sur la table. Pièce à conviction A, des images de vidéosurveillance du salon du couple, enregistrées un jour avant le gain à la loterie. Le juge, curieux, fit signe de la lancer. Alors que la vidéo apparaissait à l'écran, un lourd silence tomba sur la pièce. Les images montraient Perry entrant, déposant quelques courses sur la table et sortant un ticket de son portefeuille. S'il, j'ai pris ça en revenant du magasin de pièces. Sa voix résonna clairement. Gratte-le plus tard. Qui sait? Peut-être que Dieu écoute aujourd'hui. Puis il le posa sur la table et lui sourit. Sylvia, que l'on voyait plier du linge, répondit, espérons que ça vaille plus qu'un dîner. La vidéo s'arrêta là. Sylvia regardait fixement, la poitrine serrée. Son avocat se pencha. Saviez-vous que ça existait? Elle secoua lentement la tête. Nora s'agita mal à l'aise sur son siège, soudain moins sûre de sa confiance antérieure. Le juge, l'expression impénétrable, tapota son stylo contre le bureau. Merci, maître, dit-il doucement. C'est convaincant. Thelma retourna à sa place sans un sourire, mais Perry lui fit un petit signe de tête de gratitude. Pour la première fois, la certitude de Sylvia commença à vaciller. Quand ce fut au tour de Sylvia de témoigner, son avocat s'empressa de recadrer le récit. Madame Adams, étiez-vous au courant que votre mari avait enregistré des images de la maison à ce moment-là? Sylvia se redressa. Non, je ne l'étais pas. Ce n'est pas quelque chose dont il m'a déjà parlé. L'avocat poursuivit, à un quelconque moment, Monsieur Adams a-t-il contribué financièrement au processus de soumission ou de réclamation des gains de la loterie? Non, répondit-elle avec assurance. J'ai géré le processus de réclamation entièrement seul. C'est moi qui ai fait le déplacement au bureau de la loterie, qui ai fait la vérification et reçu la confirmation du gain. Tout le reste, c'était moi seul. Son avocat hocha la tête, puis se tourna vers le juge. Votre honneur, le billet a peut-être été remis, mais le processus de réclamation, de validation et d'obtention des fonds a été entièrement son effort. Mais quand Thelma revint pour le contre-interrogatoire, le ton changea. Madame Adams, commença-t-elle, la voix calme, diriez-vous que le billet avait de la valeur avant que vous ne le grattiez? Sylvia hésita, puis dit, techniquement, non. Donc vous ne saviez pas qu'il valait des millions quand vous l'avez reçu? Non. Pourtant, vous l'avez considéré comme vôtre dès que vous l'avez gratté. Sylvia s'agita sur son siège. Il me l'a donné. Il était dans ma main. Et a-t-il dit que c'était un cadeau? Demanda sèchement Thelma. Non, mais... A-t-il dit c'est juste pour toi, ou qu'il renonçait à toute réclamation sur le résultat? Il a dit que ça résoudrait peut-être notre vie, admit Sylvia. Thelma s'approcha. Notre vie, pas votre vie. Les mots ont leur importance, Madame Adams, surtout quand ils sont liés à 2 millions de dollars. Sylvia se rassit, les lèvres pincées, tandis que des murmures parcouraient la salle d'audience. Perry restait immobile. Il ne jubilait pas. Il ne souriait pas. Il ressemblait simplement à un homme qui avait attendu assez longtemps pour être entendu. Après la première audience, Nora et Sylvia s'assirent sans un mot sur la banquette arrière du VTC. Le trafic avançait au pas, mais la véritable congestion se trouvait dans l'esprit de Nora. Elle rejouait la vidéo du tribunal dans sa tête. Le ton calme de Perry, l'absence d'arrogance dans sa voix, la sincérité désinvolte de ses paroles. Nora s'agita mal à l'aise. Il ne t'a jamais dit qu'il y avait des caméras, demanda-t-elle doucement. Sylvia regardait par la fenêtre. Pourquoi l'aurait-il fait? Il a probablement tout planifié. Il les a sans doute installés en espérant un moment comme celui-là. Mais sa voix manquait de conviction. Nora pencha la tête. Je connais cet homme depuis des années, Syl. Il n'a jamais eu l'énergie de discuter quand on disait quelque chose de dur. Tu penses qu'il est soudainement devenu un stratège?
Sylvia ne répondit pas. Le silence entre elles était pesant. Plus tard dans la soirée, alors que Sylvia se prélassait dans son jacuzzi, Nora était assise sur le canapé avec un verre de vin rouge, faisant défiler de vieilles photos. Il y avait des photos de Perry à la fête de remise de diplôme de Sylvia, souriant de fierté. De lui réparant une porte cassée chez sa mère sans qu'on le lui demande. De lui tenant distraitement son sac à main pendant qu'elle essayait des chaussures. Il n'a jamais essayé d'avoir l'air impressionnant, pensa-t-elle. Il était juste là. Quand Sylvia sortit de la salle de bain en peignoir de soie, Nora prit la parole. « Tu es sûr de faire ce qu'il faut ?» Sylvia haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, es-tu sûr que c'est vraiment lui le méchant ici ?» Les yeux de Sylvia se rétrécirent. « De quel côté es-tu ?» Nora détourna le regard. « Je dis juste que la vérité se moque des camps. Si tu as tort, ce tribunal ne fera pas de favoritisme. » Sylvia ne répondit pas. Elle entra simplement dans sa chambre et ferma la porte un peu plus fort que nécessaire. La session suivante au tribunal se déroula sur un ton différent. Cette fois, Thelma appela Sam comme témoin. Il entra dans le box, vêtu d'une chemise propre et de baskets usées. « Je connais Perry depuis que nous sommes enfants », commença-t-il. « C'est le genre d'homme qui préférerait avoir faim plutôt que de voir sa femme s'inquiéter pour les factures. » Le juge écoutait attentivement. Sam détailla de nombreuses occasions où Perry avait mis en gage des objets personnels, sauté des repas et fait des heures supplémentaires non payées juste pour subvenir à leurs besoins. Le moment le plus poignant fut lorsque Sam sortit un reçu. C'est d'un prêteur sur gage. Il a abandonné l'alliance de son défunt père pour payer leur loyer. Elle ne l'a jamais su. Un silence de mort tomba sur la salle. Sylvia s'agita sur son siège, le visage blême. Puis vinrent les témoignages de connaissances communes, de voisins qui avaient vu Perry marcher sous la pluie pour faire les courses, et d'un ancien propriétaire qui confirma que Perry avait insisté pour que le bail soit au nom de Sylvia pour son sentiment de sécurité. Un par un, des fragments d'une dévotion silencieuse furent mis à nu. L'avocat de Sylvia objecta plusieurs fois, arguant de la non-pertinence, mais le juge autorisa les témoignages comme contexte pour le caractère et l'intention. Même la mère de Sylvia fut citée à comparaître, et sous serment, elle admit que Perry avait un jour payé discrètement ses médicaments sans demander l'aide de Sylvia. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'elle se sente accablée, dit sa mère, les larmes aux yeux. Ce garçon n'a jamais fait de bruit. Il portait juste les choses. Sylvia regardait droit devant elle, les mains tremblantes. Tout ce qu'elle avait balayé sous le tapis était maintenant exposé à la lumière, et le tribunal regardait. Alors que l'audience reprenait, Thelma demanda la permission de présenter une dernière preuve. Le juge accepta, et les lumières s'éteignirent tandis qu'un écran descendait à nouveau. Cette fois, les images ne provenaient pas du salon. Elles venaient d'une petite caméra installée à l'extérieur de la porte d'entrée de leur appartement, un capteur de mouvement que Perry avait installé bien avant le gain, à l'origine pour la sécurité. La date était claire, le jour où Perry avait remis le ticket. Dans la vidéo, on le voit monter les escaliers, tenant des provisions dans une main et le ticket dans l'autre. Il s'arrête juste avant d'entrer et se parle à voix haute, ne sachant pas que la caméra avait capté le son. « Laisse-la être celle qui le réclame, dit-il, fatigué mais souriant. Peut-être que si ça marche, elle sentira que la vie est enfin de son côté. » Le tribunal le regarda entrer et fermer la porte. La vidéo s'arrêta là. Thelma se tourna vers le juge. Ce n'était pas un homme qui faisait une transaction. Il ne complotait pas. Il ne tendait pas de piège. Il a donné de l'espoir à sa femme, n'attendant pas de profit, juste la paix. Sylvia resta figée. Son cœur battait la chamade contre sa poitrine, comme s'il essayait de s'échapper. Les mots résonnaient dans son esprit, laisse-la sentir que la vie est enfin de son côté. Cela ne sonnait pas comme de la revendication. Cela sonnait comme de l'amour. Son avocat se pencha vers elle, murmurant « Voulez-vous continuer le contre-interrogatoire » Sylvia cligna des yeux et hocha lentement la tête, bien qu'une partie d'elle ne soit plus certaine de ce pourquoi elle se battait. Une victoire, ou ne pas perdre la face. Car pour la première fois depuis le début de cette bataille, elle n'était plus sûre d'être du bon côté. L'appel de sa mère arriva tard ce soir-là. Sylvia venait de sortir de la douche quand la sonnerie brisa le silence. « Maman » répondit-elle en s'essuyant le visage avec une serviette. La voix à l'autre bout du fil n'avait pas son ton joyeux habituel. « Sylvia, j'ai vu la vidéo aujourd'hui. Ta cousine me l'a envoyée.
Sylvia se figea, puis s'assit sur le bord de son lit. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Tu ne sais pas tout ce qui s'est passé. » Sa mère soupira profondément. « Ce garçon n'a jamais dit un mot contre toi, même après tout ça. J'ai appelé Perry le mois dernier quand tu m'as dit qu'il était parti. Il a dit que tu avais besoin d'espace et qu'il ne voulait pas te déranger. Pas une seule fois il n'a mentionné l'argent, la douleur, ou le fait qu'il avait mis en gage l'alliance de son père. » Sylvia serra plus fort le téléphone contre son oreille, les yeux lui piquant. « Il a fait son choix aussi. Il est parti. » Sa mère continua doucement. « Est-ce qu'il est parti ou est-ce que tu as fermé la porte ?» Sylvia se mordit la lèvre, incapable de répondre. « Tu sais, Syl, » murmura sa mère. « Quand ton père est mort, j'ai prié pour que tu trouves quelqu'un qui protégerait ton cœur, même quand tu étais trop fier pour admettre que tu avais besoin de protection. Et je pensais que Dieu avait exaucé cette prière avec Perry. » La gorge de Sylvia se serra. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. » Mais le silence de sa mère parlait plus fort que n'importe quelle réprimande. Le lendemain matin, Sylvia remarqua autre chose. Le statut WhatsApp de sa tante, autrefois rempli de ses photos de célébration, avait disparu. Les amis qui commentaient « Reine » et « Inspiration » sous ses publications étaient maintenant silencieux. Les acclamations s'étaient tues. Et pour la première fois depuis des semaines, Sylvia sentit ce à quoi ressemblait la vraie solitude. Pas le silence, mais l'absence. Le tribunal reprit sous une forte tension. La galerie était bondée. Des murmures s'élevaient comme une fumée nerveuse alors que le juge entrait et ajustait sa robe. « Nous avons examiné toutes les preuves soumises », commença-t-il. Et bien que les complexités juridiques de la séparation des biens lors d'un divorce soient délicates, le tribunal doit également tenir compte du contexte, en particulier dans les cas impliquant la confiance, le consentement implicite et les accords verbaux. L'avocat de Sylvia se leva rapidement. « Votre honneur, nous maintenons que les gains n'ont jamais été traités conjointement. Ils ont été réclamés individuellement, gérés individuellement et n'ont jamais été déposés sur un compte commun. » Le juge hocha la tête, puis regarda directement Perry. « Monsieur Adams, avez-vous un quelconque document écrit ou une communication suggérant que le ticket était destiné à être un bien commun ?» Perry se leva. « Pas de mots écrits, votre honneur. Juste la vérité. Que je l'ai acheté et donné à ma femme parce que je voulais qu'elle se sente chanceuse pour une fois. Je n'ai jamais rien demandé en retour jusqu'à ce que je sois effacé. » Sylvia était assise, raide, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une anxiété silencieuse. Son avocat se pencha, murmurant « Il joue la carte de l'émotion. Restez calme. » Mais Sylvia n'était plus si sûre que ce n'était qu'une stratégie. Le juge la regarda maintenant. « Madame Adams, est-il vrai que votre mari vous a remis le ticket, vous a demandé de le gratter et a fait référence à la résolution de votre vie ensemble ?» Elle hésita. « Oui, mais j'ai supposé que c'était symbolique. Il ne l'a jamais réclamé après que j'ai gagné. » Le juge hocha la tête d'un air songeur. « Cela n'efface pas la chronologie de la propriété ni le fait que le ticket a été acquis pendant le mariage légal. » Il compulsa quelques papiers, puis dit « Ce tribunal va maintenant déterminer la nature des gains et la manière dont ils doivent être traités dans la dissolution du mariage. Le jugement final sera rendu lors de la prochaine session. » Alors que le marteau tombait, Sylvia se pencha lentement en arrière sur son siège, le poids de la conséquence imminente pesant sur elle comme jamais auparavant. Le dernier jour au tribunal fut plus lumineux que prévu, le soleil se déversant par les hautes fenêtres en verre de la salle d'audience comme pour se moquer de la tension à l'intérieur. La galerie était pleine. Certains venaient pour la justice, d'autres pour le drame. Le juge ajusta ses lunettes, se racla la gorge et lut le verdict préparé. Sur la base de la chronologie de l'acquisition, des preuves vidéo, du contexte verbal et des témoignages, le tribunal estime que le billet de loterie en question est qualifié de bien matrimonial, obtenu au sein de l'union légale, et donné avec une intention claire de bénéfice partagé. Le cœur de Sylvia se serra. Mais ce n'était pas la décision qui la secoua. C'était le petit rire qui échappa aux lèvres du juge alors qu'il la regardait directement. « Madame Adams, vous dites que le ticket était à vous parce que votre nom était dessus. C'est compréhensible. Mais la propriété d'une chose n'est pas toujours déterminée par celui qui tient le stylo. » Il y eut une pause. Puis le juge se pencha en avant et dit, « Il l'a acheté. Vous l'avez gratté. Mais votre mariage, votre foyer, était le récipient dans lequel il est entré.
Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire simplement parce que cela arrange maintenant votre liberté. Des rires parcoururent la galerie, non pas de moquerie, mais d'étonnement face à cette franchise. Le visage de Sylvia s'empourpra. Son avocat baissa les yeux en murmurant « Nous avons fait ce que nous pouvions ». Le juge poursuivit, en conséquence, le tribunal accorde à M. Perry Adams 50% du total des gains, plus 500 millions de dollars supplémentaires en compensation pour conjoint pour déplacement brutal et préjudice moral, étayés par des preuves de prise de décision unilatérale lors de la dissolution du mariage. Nora poussa un cri audible. Sylvia s'agrippa aux accoudoirs de son siège tandis que la pièce vacillait. Elle ne perdait pas seulement de l'argent. Elle perdait l'illusion publique d'avoir raison. Et rien ne fermente plus profondément qu'un verdict qui expose plus que vos finances. Il expose vos choix. La salle d'audience se vida progressivement, mais Sylvia resta assise, les mains tremblantes sur ses genoux. Nora lui toucha l'épaule, mais elle ne réagit pas. L'écho des paroles du juge ne s'était pas estompé de ses oreilles. Elle était entrée dans cette salle d'audience armée de confiance et de légalité, mais en était sortie enveloppée de quelque chose de bien plus lourd, la disgrâce publique. Des journalistes planaient juste derrière la sortie. Une femme avec une caméra murmura, c'est elle, la femme de la loterie qui a perdu. L'avocat de Sylvia se tenait à ses côtés avec des mots soigneusement choisis. Nous pouvons envisager un appel, mais cela ne ferait que prolonger les choses et soulever plus de poussière. Sylvia secoua lentement la tête. Non, laissons tomber. J'ai perdu plus que de l'argent. Sa voix se brisa, non par faiblesse, mais par le poids d'une clarté qu'elle n'avait pas invitée. Elle se leva, ses talons cliquant doucement sur le carrelage, sa posture n'étant plus fière, juste fatiguée. Dehors, Perry fit quelques déclarations aux journalistes avec Thelma à ses côtés. Sa voix était calme, presque réticente. « Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit, dit-il simplement. Je suis venu réclamer ce qui était à moi, et m'assurer que mon silence ne soit pas pris pour de la culpabilité. » Il refusa tout autre commentaire et se glissa dans la voiture de Sam qui l'attendait. Sam baissa la radio pendant qu'il roulait. « Tu as bien fait, mon frère, dit-il. » Perry expira profondément. Ça n'a pas le goût d'une victoire. Il regarda par la fenêtre, observant les gens traverser les rues, les vendeurs criant leurs marchandises. « Qu'est-ce que j'ai gagné, vraiment ?» Sam lui jeta un coup d'œil. « Tu as gagné le droit de partir la tête haute. » Perry ne répondit pas. Mais pour la première fois depuis des mois, la douleur dans sa poitrine n'était pas vive. Elle était calme et apaisée, comme si quelque chose avait enfin été mis au repos. De retour à la maison, Sylvia se tenait dans sa cuisine somptueuse avec l'ordonnance du tribunal entre les mains. Le document semblait plus lourd qu'il n'en avait l'air, 1 milliard en dommages et partages. Elle fixa d'un air absent le comptoir en marbre, autrefois symbole de son indépendance, maintenant un rappel de ce qui lui avait coûté. La maison résonnait plus que d'habitude, comme si elle était plus vide que sa superficie ne le laissait supposer. Elle s'assit lentement, ouvrit son tiroir et sortit une photo encadrée d'elle et de Perry datant de 5 ans, tous deux souriant sous un parapluie lors d'une journée spontanée à la plage. Elle la fixa un long moment avant de murmurer, « Tu ne t'es même pas battu contre moi. » Sa voix tremblait. « Tu m'as juste laissé partir. » Pour la première fois, elle réalisa depuis combien de temps Perry se préparait à sa distance, avant même qu'elle ne remarque qu'elle s'éloignait. Ce soir-là, Perry arriva à l'atelier juste avant le coucher du soleil. Sam balayait le coin, et quelques clients fidèles discutaient encore sous le manguier voisin. Perry déverrouilla le petit bureau, entra et plaça l'enveloppe du greffier dans son tiroir. Il ne sourit pas. Il ne soupira pas. Il croisa simplement les bras et regarda autour de lui. Les taches d'huile sur le sol, le tabouret qui grinçait dans le coin, c'était sa réalité. Non poli, brute, mais honnête. Un voisin passa et lui fit un signe de la main. « Chef avocat. » plaisanta-t-il. Perry gloussa faiblement. « Juste Perry, » répondit-il. À l'intérieur, cependant, il ne pensait pas au procès ni au règlement. Il pensait à l'amour, celui qui donne, celui qui brise, et celui qui reste silencieux quand il a été trahi. Et tandis que le monde voyait un homme qui avait gagné au tribunal, Perry ne voyait qu'un homme qui avait appris qu'en partir avec dignité. La réaction en ligne fut rapide et impitoyable. L'image autrefois soignée de Sylvia s'effondra sous le poids de nouveaux récits. Ses photos de vacances furent republiées à côté d'extraits du tribunal. La légende, elle a gratté, il a payé,
qui a vraiment gagné? Les blogs qui louaient autrefois son ascension remettaient maintenant en question ses choix. Même les influenceurs avec qui elle dînait autrefois se désabonnèrent discrètement. Nora était assise à côté d'elle un matin, lisant les commentaires, la mâchoire crispée. Il se retourne contre toi, Sil. Les gens qui t'adoraient te traitent maintenant de croqueuse de diamants. Sylvia ferma l'application et jeta le téléphone sur la table. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Mais ses yeux la trahissaient. Peut-être pas, répondit doucement Nora. Mais ce qui t'importe, c'est qu'il n'a jamais dit un mot méchant sur toi et qu'il est quand même parti avec grâce. C'est ça qui te tue. Plus tard dans la soirée, Nora fit sa valise. Tu es sûr de vouloir que je parte, demanda-t-elle. Sylvia hocha la tête, incapable de la regarder dans les yeux. J'ai besoin de m'asseoir avec mon silence. Pas de musique. Pas de bruit. Juste de l'espace. Nora prit son sac, hésita à la porte, puis dit, pour ce que ça vaut, je pensais qu'il craquerait. Je ne pensais pas qu'il se relèverait comme ça. Après son départ, Sylvia erra dans la maison vide. Chaque pièce semblait trop grande. Chaque mur faisait écho à ses choix. Elle s'assit sur l'escalier et se recroquevilla comme une enfant, le son de sa respiration étant la seule chose qui remplissait l'espace. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent. Il s'agissait de la facilité avec laquelle elle avait remplacé un homme qui avait discrètement construit leur vie, pour découvrir trop tard que c'était sa fondation qu'il soutenait depuis le début. La grande maison qui ressemblait autrefois à un palais résonnait maintenant comme une caverne. Sylvia errait pieds nus dans ses couloirs froids et carrelés, s'arrêtant parfois pour poser la main sur les meubles qu'elle avait choisis avec fierté. Les rideaux de créateurs se balançaient légèrement avec le vent, mais il n'y avait aucune chaleur derrière eux. Elle se tenait devant son dressing, fixant des rangées de vêtements intacts, de talons de créateurs et de sacs encore dans leur emballage d'origine. Le silence autour d'elle était devenu familier, mais pas réconfortant. Ce matin-là, elle reçut sa dernière alerte bancaire, une déduction massive marquant le transfert ordonné par le tribunal à Perry. Il n'y avait aucun message de sa part, aucune jubilation, aucune demande de négociation. Il avait simplement accepté la décision et disparu de son monde, comme s'il n'y avait jamais appartenu. Elle se fit un thé et s'assit sur le balcon, regardant les gens passer dans la rue en bas, des amoureux, des parents avec leurs enfants, une femme marchant main dans la main avec son mari, riant de quelque chose de simple. Les doigts de Sylvia se resserrèrent autour de la tasse de thé. Sa richesse lui avait acheté des murs, des portails et le silence, mais pas la compagnie, pas la confiance, pas la paix. Son téléphone sonna une fois, c'était son avocat. Elle refusa l'appel. Elle ne pouvait plus entendre de stratégie ou d'option. Ce dont elle avait besoin n'était pas juridique, c'était humain. Ce soir-là, elle reprit la même photo qu'elle avait tenue quelques jours auparavant, celle d'elle et de Perry à la plage. Elle étudia son sourire. Ce n'était pas le visage d'un homme qui voulait le pouvoir. C'était un homme qui voulait juste qu'elle gagne, même s'il n'était pas le prix qu'elle pensait vouloir. Une seule larme glissa sur sa joue. J'ai quitté mon foyer, murmura-t-elle, pour courir après une maison. Quelques mois plus tard, une enseigne modeste se dressait au-dessus d'un nouvel atelier dans un quartier en pleine expansion de la ville, Adams Auto Care and Electrical. À l'intérieur, Perry se tenait avec Sam, inspectant une nouvelle livraison d'outils. Les clients affluaient, et les affaires étaient bonnes, honnêtes, simples, épanouissantes. Il n'avait utilisé qu'une partie de l'argent qui lui avait été attribué. Le reste reposait tranquillement sur un compte, intact, comme un rappel de ce qu'il avait enduré et de ce qu'il avait choisi de ne pas laisser le corrompre. Un après-midi, une journaliste d'un journal local s'arrêta pour écrire un reportage. Vous auriez pu acheter des terrains, des voitures, même lancer quelque chose de grand en ville, dit-elle. Pourquoi un atelier? Perry sourit doucement. Parce que c'est ce que j'ai toujours été. Et maintenant, je peux l'être, sans rien avoir à prouver à personne. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil déclinait et jetait une lumière dorée sur la cour poussiéreuse, Sam tendit à Perry une bouteille de malt fraîche. À la paix, dit-il. Perry hocha la tête, levant la bouteille. À la vérité. Ils rirent tous les deux doucement. Un client arriva dans une camionnette cabossée, et Perry s'excusa. Alors qu'il travaillait sous le capot, la graisse tachant ses paumes, un calme profond s'installa dans sa poitrine. Non pas parce qu'il avait de l'argent, mais parce qu'il avait de la clarté. Il n'a pas gagné en reprenant ce qui était à lui.
Il a gagné en refusant de se laisser endurcir par la trahison. Et quelque part au loin, dans un manoir bâti sur le silence, une femme était assise, se souvenant de l'homme qui n'avait jamais crié, jamais juré, et jamais jubilé. Il s'était simplement défendu, et était parti entier. Et pour Perry, c'était plus que la justice. C'était la paix. Voici le verset biblique de l'histoire. Proverbe 19h1, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Ce verset parle directement de la force tranquille de Perry. Il manquait peut-être de richesse, mais il marchait dans la vérité, le sacrifice et la dignité, ne compromettant jamais son caractère, même lorsqu'il était lésé. Finalement, son intégrité lui a apporté justice, paix et honneur. La morale de l'histoire, toute perte n'est pas un échec, et toute victoire n'est pas un triomphe. Dans un monde qui glorifie le statut et la richesse, c'est le caractère, et non la monnaie, qui détermine qui repart vraiment riche. Sylvia a poursuivi la liberté à travers la fortune et a méprisé la valeur silencieuse de la loyauté. En revanche, Perry a choisi l'intégrité plutôt que la vengeance, et a gagné non seulement la justice, mais aussi la paix. L'histoire nous rappelle que ce qui est construit avec amour ne devrait jamais être démantelé avec orgueil, et que certaines personnes nous donnent tout sans rien demander, jusqu'à ce que nous les forcions à se battre pour être rappelés à notre souvenir. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.